peut soutenir un mouvement de grève. Tant pis pour les automobilistes qui galèrent, tant pis pour les aides-soignants, tant pis pour les livreurs, tous ces Français d'origine modeste qui font partie souvent de vos électeurs. Que tout le monde soit impacté par cette situation, c'est une évidence. Personne ici ne va le contester. On sera tous d'accord sur le sujet. La question est de savoir qui porte la responsabilité de la situation de blocage dans laquelle on est aujourd'hui. Non, mais soutenir déjà. Non, mais c'est responsable de soutenir cette grève, franchement, mais quand on voit l'impact sur la vie quotidienne des Français. Quand elle est juste et que les revendications sont légitimes, oui, bien évidemment, c'est responsable et c'est même un devoir de soutenir des mobilisations quand elles sont justes. Et d'ailleurs, vous avez cité un sondage tout à l'heure, vous auriez pu citer l'autre partie du sondage qui dit qu'il y a davantage de Français qui soutiennent aujourd'hui les grévistes que de personnes qui sont contre leur mobilisation. On va le montrer à l'écran, on le voit à l'instant. Je ne suis pas le seul à soutenir cette mobilisation. Il y a une grande partie des Français qui la comprennent aussi. Alors, aujourd'hui, il y a une décision importante. Et pourtant, ils en subissent les effets dans leur vie au quotidien. Mais parce qu'ils ont compris que cette revendication d'augmentation de salariale, elle est juste, et que si on est dans une situation de blocage aujourd'hui, contrairement à ce que vous avez dit, c'est parce que la direction de l'entreprise, en particulier de Total, a refusé de négocier depuis 3 semaines, a dit il n'y aura pas de négociation salariale avant le 15 novembre, et enfin, dimanche dernier, parce qu'il y a eu la grève, ils ont dit on veut bien ouvrir les négociations maintenant. Ce soir, quand même, la décision de réquisitionner la raffinerie de Port-Jérôme a, si je puis me permettre, porté ses fruits, je mets des guillemets, puisque les négociations à Total reprennent. Ça veut dire quoi pour vous? Ça a marché la méthode forte, David Amiel? Mais je crois que c'était une méthode en tout cas... Avec la CGT, les négociations. Bien sûr, mais je crois que ce qui est très important, c'est de bien distinguer les deux entreprises que vous citez. Chez Esso, ExxonMobil, il y a eu un accord qui a été ratifié par une majorité de salariés de l'entreprise Esso. Et donc c'est pas par une majorité de salariés. Par les syndicats qui représentent une majorité des salariés. Tout à fait la même chose. Mais je trouve qu'il y a du côté de la élection professionnelle il y a je ne sais pas combien de temps. Donc ne dites pas que c'est la majorité des salariés. Ce sont des organes représentatifs de notre pays, les corps intermédiaires, il y a des élections. Si on pense qu'il n'y a qu'une minorité, moi je vous pose une question. Si on pense qu'il n'y a qu'une minorité de blocage qui soutient ce mouvement à Exxon, pourquoi la raffinerie elle tourne pas? Mais parce qu'on sait très bien qu'il suffit de quelques dizaines de personnes sur un site. Vous pensez que ce sont que quelques dizaines de personnes qui ne sont pas d'accord avec les négociations salariales? C'est ce que la CGT a publié comme chiffres. Je ne les ai pas contrôlés, vérifiés, mais je pense qu'ils sont bons. Et c'est les chiffres qu'ils ont donnés pour l'entreprise Esso. Maintenant, pour revenir à ce que disait Manuel Bompard, je sais qu'il y a une habitude à la NUPES qui est de toujours contester la légitimité des élections, qu'elles soient politiques ou sociales. Mais enfin, moi je considère qu'il y a eu des élections dans ces entreprises-là. Je n'ai pas à les remettre en question. Il y a des syndicats qui représentent les salariés. Il faut respecter ce dialogue social. Mais attendez, il ne faut pas toujours s'aligner. Pardonnez-moi, il ne faut pas toujours s'aligner sur les positions les plus radicales au sein d'une entreprise. C'est très intéressant le débat qu'on a parce qu'elle exprime effectivement votre vision de la démocratie. Qu'il y ait des syndicats qui est là aux dernières élections dans cette entreprise Exxon, parce qu'après on pourra parler de Total qui représente quand même l'essentiel des raffineries dont on parle. On va en parler. Si vous voulez, on en parlera après. Que dans cette entreprise il y ait des organisations syndicales qui aient eu la dernière fois une majorité des salariés, c'est un fait. Ça ne fait pas disparaître pour autant le fait qu'il y a d'autres organisations syndicales, qu'il y a d'autres salariés et qu'ils ont des revendications et qu'ils ont le droit de les avoir et que le droit de grève, monsieur, contrairement à ce que vous pensez, c'est garanti par la Constitution, même quand il y a un accord majoritaire signé par quelques entreprises. Alors, le droit on a le droit de se mettre en grève. Et constitutionnel, c'est vrai. La galère, elle est au quotidien. On va quand même écouter ceux qui trinquent aujourd'hui. Il y a une application qui vous dit tel endroit il y a de l'essence, vous arrivez, elle n'est pas ouverte la station. Donc voilà, on galère depuis ce matin. Depuis 7h du matin, je suis dans la rue. Je regarde les applications, je cherche, je pars. Hier soir, j'ai tenté ma chance à 1h du matin, je n'ai pas trouvé. Et là, ce matin, pour l'instant, tout se passe bien, on verra si on arrive. Je suis très en colère et très nerveuse aussi. Je comprends la grève, je comprends qu'on veut augmenter les salaires. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on bloque tout un pays comme ça. Il y a des discussions et vous avez des syndicats, allez discuter et puis battez-vous. Mais vous n'êtes pas obligé de bloquer tout un pays. Les réquisitions, s'il faut en arriver là, oui. Voilà pour ces paroles de Français. Bonsoir Hakim Bellouz et merci d'être avec nous. Vous êtes délégué syndical Force ouvrière pour les raffineries, Force ouvrière, qui entre dans la grève ce soir. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? En fait, avant, si vous voulez, ça fait 5 ans qu'on a des soucis de dialogue social dans cette entreprise. On a alerté depuis plusieurs mois la direction de Total qu'il va falloir faire des choses et puis on n'a jamais été entendu. On a face à nous une direction qui est sourde. Donc on n'est pas pour la grève préventive. On privilégie le dialogue social dans l'entreprise et la négociation. Mais justement, à Total ce soir, ça commence à rouvrir. La main est tendue pour ouvrir des négociations avec la CGT. Alors c'est étonnant de durcir le ton maintenant. Vous pouvez me laisser terminer Bien sûr. Merci, vous me posez une question.
Donc nous, notre stratégie, c'était de mettre un coup de semonce. C'est ce qu'on a fait pendant 72 heures, du 27 au 29 septembre. Ça, c'était notre stratégie, on s'y est tenu. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a stoppé la grève. Derrière, il y a eu des communiqués de Total qui achetaient ses salariés en pâture à la vindicte populaire, en affichant des salaires mirobolants, enfin je sais pas, enfin bref. Ça a été très mal vécu par les salariés sur tous les sites. Donc derrière, il y a eu effectivement également l'intervention du gouvernement avec la menace des réquisitions. C'est bon, on a compris le message, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par on a compris le message exactement? Eh ben, l'ensemble des... Le gouvernement, il ne peut pas nous dire le dimanche, il faut être apaisé, il faut être responsable, il faut discuter, il faut faire, il ne faut pas faire. Et puis, 2 jours après, nous dire on va vous envoyer des bâtons de CRS pour vous, excusez-moi. Donc pour vous, c'est la décision de réquisition qui vous fait entrer dans le bras de fer, si je comprends bien. Et effectivement, la décision plus, et surtout le communiqué de Total, c'est les deux. Donc aujourd'hui, nous, on assume et faux, on vous le dit madame, on assume. On restera dans la grève tant qu'il ne se passera pas des choses concrètes dans notre entreprise. Et pour bien comprendre d'un mot, à chaque décision de réquisition, votre état d'esprit à EFO, c'est d'aller faire des recours en justice, c'est ça? Oui, effectivement, on a nos avocats qui sont dans les starting blocks, qui s'associeront, aux avocats de la CGT, et on fera valoir nos droits. Au bout d'un moment, c'est un juge qui va décider si c'est légal ou si c'est pas légal. Nous, on pense qu'au bout d'un moment, le droit de grève, il est vraiment remis en cause. Mais c'est pas grave, on assumera, on ira en justice. Merci beaucoup. Merci Hakim Bellouz pour ce point de vue franc de la position de Force ouvrière. La voie de passage, elle est extrêmement étroite, David Amiel. On a l'impression que, voilà, on s'attendait peut-être à une sortie de crise dans les jours qui viennent. Si ça se trouve, ça va durer encore toute la semaine. On verra, mais vous l'avez dit, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que Total et le syndicat CGT semblent se mettre autour de la table des négociations. C'est ce qu'on a d'ailleurs déjà obtenu en début de semaine pour Esso. Et je crois que c'est là-dedans qu'il faut continuer à avancer. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et je trouve, pour reciter à nouveau le reportage que vous avez fait en début de cette émission, que d'ailleurs, comme souvent, Sandrine Rousseau a dit un peu tout haut ce qu'une grande partie de la NUPES pense tout bas. C'est-à-dire qu'au fond, cette affaire est un prétexte pour lancer l'étincelle, je reprends un peu les mots qu'elle a prononcés, pour déclencher une grève générale en s'asseyant au passage sur la démocratie sociale dans ces entreprises, puisqu'une majorité de salariés s'y oppose, et en s'asseyant évidemment sur les blocages et les souffrances que ça fait peser sur tout le pays, et particulièrement sur les plus modestes d'entre eux, parce que c'est pas les plus riches qui prennent leur voiture tous les jours des dizaines de kilomètres pour aller travailler. Manuel Bompard, qu'est-ce que vous dites à ceux qu'on a entendus, qui sont en colère, même s'ils comprennent qu'il y a des revendications? Est-ce que, au fond, si Total aujourd'hui remettait la ristourne, prolongeait la ristourne au-delà de la fin d'année sur le prix à la pompe, si les négociations s'ouvraient avec davantage d'augmentation de salaire, vous leur dites attendez, patientez, ça va pas durer? Non mais je leur dis, je comprends que vous êtes dans une situation difficile, mais la responsabilité, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire, c'est pas la responsabilité des salariés qui se sont mis en grève, c'est la responsabilité des directions d'entreprise qui refusent d'accorder des négociations salariales qui sont totalement légitimes. On reprend l'exemple de Donc en fait, vous dites à ces gens, venez à la grande marche contre la vie chère. Attendez-moi, oui, bien sûr que je leur dis ça, venez dans tous les cas manifester. Et agrégeons les mécontentements, c'est ça? Je suis pas en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire, ne nous trompons pas, la responsabilité de la situation de blocage, elle appartient au groupe en question et au gouvernement, parce que le gouvernement, depuis 2 semaines, avait la possibilité de taper du poing sur la table et de dire à Total, de dire à Exxon, maintenant, on va se mettre autour de la table avec les organisations syndicales et on va négocier les salaires. Même monsieur Macron, c'est le canard enchaîné de ce matin, dit que les revendications des salariés et de ces entreprises sont légitimes. Même le président de la République, il le dit. Et pour terminer sur ce chapitre, avant de parler de la taxation sur les super-profits, 79% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur dans ce dossier. Vous reconnaissez peut-être une forme de déni au départ? Pas du tout, je ne crois pas qu'il y ait eu un déni au départ, il y a simplement un mouvement social qui évolue depuis une semaine. Le rôle du gouvernement, c'est de pouvoir appuyer la négociation, c'est pas de s'y substituer, et c'est la raison pour laquelle on a aussi laissé ce temps au dialogue social, ça a permis d'obtenir des avancées. Maintenant, du côté de la NUPES, on considère qu'aucune avancée, aucune négociation n'est acceptable. Il n'y en avait pas jusqu'à dimanche dernier. Vous le voyez, il n'y en avait pas jusqu'à dimanche dernier des négociations. Vous auriez pu les provoquer. Je ne vous dis pas vous substituer, vous auriez pu dire, bon, monsieur
Total, vous voulez pas discuter. Maintenant, discutez avec les organisations syndicales. Vous l'avez pas fait. Vous avez attendu dimanche que les pénuries commencent à exister. Vous dites discuter et en même temps vous dites quand c'est des résultats de discussion, ça ne vaut pas, ça ne vaut rien. Les élections professionnelles ont lieu il y a 2-3 ans. Allez, on avance. De lundi chez ESSO. On avance parce que vous avez fait un rapport qui nous intéresse ce soir et on l'entend. Ceux qui nous regardent l'entendent. Les députés vont se saisir de cette question de la taxe sur les super profits en plein débat budgétaire. On va faire un petit rappel des forces politiques en présence sur ce dossier assez complexe avec Clément Méric. Et je vous repasse la parole juste après. Regardez. Ne dites surtout pas à Bruno Le Maire qu'il s'attaque aux super profits. La réalité, c'est que c'est les rentes auxquelles nous voulons nous attaquer. Qu'on parle de rente ou de super profits, dans les faits, les bénéfices de certains groupes ont bondi sur les 6 premiers mois de l'année. Plus 117% pour Engie, plus 190% pour Total Energy, plus 214% pour le groupe de transport de fret maritime CMA-CGM. Conformément à l'accord trouvé au niveau européen, le gouvernement prévoit de taxer une partie de ces bénéfices à hauteur de 33%. Ça ne concerne que les producteurs de pétrole, de gaz, de charbon ou les raffineurs. Donc en l'espèce, en France, comme il n'y a que du raffinage, ça ne concerne que les raffineurs et ça ne va ne rapporter que 200 millions d'euros. La recette attendue est faible car seuls les profits réalisés sur le territoire français peuvent être taxés. Le groupe Les Républicains votera cette contribution exceptionnelle, mais la droite voudrait l'étendre au fret maritime, tout comme le RN qui aurait voulu y ajouter les sociétés d'autoroutes. Le gouvernement s'inspire de nous, c'est très bien. Ce que je déplore, c'est qu'on a perdu 3 mois parce qu'on l'a proposé au mois de juillet et que si le gouvernement avait été honnête dès le mois de juillet, peut-être que les surprofits seraient taxés dès aujourd'hui. Même discours du côté de la NUP qui ne se satisfait pas de ce premier geste. C'est une première étape, mais elle est très largement insuffisante. Elle ne concerne pas l'ensemble des entreprises qui profitent de la crise et qui ont été mis d'ailleurs à contribution dans un certain nombre d'autres pays européens. La NUP propose de taxer les super-profits dans tous les secteurs de l'économie pour les entreprises de plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Recettes espérées, 15 à 20 milliards d'euros. Voilà, alors ce n'est pas du tout les mêmes recettes selon qu'on fait la taxe Le Maire ou la taxe NUPES, si je puis me permettre. David Amiel, déjà sur la proposition, est-ce qu'au fond, il n'a pas fallu toute cette pression de la gauche, pour en arriver certes à une taxe qui n'est pas suffisante à vos yeux, mais 200 millions d'euros, c'est déjà ça? Non, c'est pas la pression de la gauche qui permet aujourd'hui de le transcrire dans le projet de loi de finances, c'est l'accord européen. Et nous, depuis le mois de juillet, on est partisans de cette approche européenne en matière de fiscalité. D'ailleurs, beaucoup ironisaient il y a 3 mois en disant que quand on ne voulait pas faire quelque chose, on le renvoyait à l'Europe, que l'Europe n'avancerait jamais, qu'il ne se passerait jamais rien. Donc pour bien comprendre, pour ceux qui nous regardent, c'est une contribution exceptionnelle décidée à 27, dont on décide finalement de transcrire les contours en anticipant son vote au niveau de Bruxelles. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, les recettes sont plus importantes que ce qui apparaissait dans le reportage, puisqu'il est vrai que c'est 200 millions d'euros pour la partie pétrolière, celle qui concerne Total, mais c'est de l'ordre de 6 à 7 milliards d'euros. Bruno Le Maire l'a d'ailleurs annoncé dans la même interview pour l'ensemble du producteur d'énergie, puisque notre mesure, c'est de capter toutes les rentes du secteur de l'énergie qui aujourd'hui ne sont effectivement pas dues à l'innovation. Alors vous mettez les transports maritimes dedans, les rentes de l'énergie, les transports de containers. Pourquoi vous ne mettez pas la CMA-CGM qui a fait des super profits, plus 214% sur le dernier semestre, 14,8 milliards d'euros. C'est ce que réclament les Républicains. C'est possible? Non, le transport maritime, c'est différent. Il ne profite pas de la crise de l'énergie. Il paye plus cher la crise de l'énergie puisqu'il paye le carburant pour leurs bateaux. CMA-CGM bénéficie du fait que pendant l'année qui vient de s'écouler, il y a eu une reprise très forte du commerce international qui fait que le prix du fret a augmenté. Mais ça nous renvoie à une question beaucoup plus large, qui est effectivement de savoir si on considère que toute augmentation de profit est illégitime et doit être capturée par l'État, ou est-ce qu'on considère, comme c'est le cas pour nous, qu'il y a une différence entre des rentes qui sont liées à la crise de l'énergie qu'il faut capter et des profits qui peuvent être liés à un ensemble de choses, à une stratégie de marché, l'innovation, un redressement d'entreprise, un effet positif et temporaire de certains marchés et qui concourent pour le coup à la bonne santé de notre économie. C'est cette différence-là que nous faisons. C'est cette différence d'ailleurs qui est faite par l'Europe et qui est faite par la quasi-totalité des pays européens. Manuel Bompard. Il y a un dispositif européen, c'est
une bonne première étape. J'observe que c'est déjà un changement de pied pour le gouvernement, contrairement à ce que vous dites d'ailleurs à l'instant. Je rappelle qu'au tout début du mois de septembre, Bruno Le Maire disait les super profits, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y en a pas. Maintenant, il propose, de mon point de vue, de manière très insuffisante, mais de transcrire dans le droit français un accord européen qui considère bien qu'il existe des profits exceptionnels puisqu'il vise à les mettre à contribution. En même temps, Manuel Bompard, Oui. vous défendez un dispositif qui fait des milliards de recettes et on ne comprend pas. La loi fiscale française, c'est la même dans tous les pays. On ne peut pas taxer des bénéfices faits à l'étranger. Les bénéfices de Total, ils ne se font pas sur le raffinage, certes qui repart. Il se fait dans les pays producteurs de pétrole. Je vais vous répondre sur cette question, mais d'abord, je veux préciser les choses. La proposition que nous avons formulée de taxe sur les super profits qui concerne l'ensemble des entreprises qui ont réalisé cette année un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros et qui ont réalisé cette année des profits de 25% supérieurs à la moyenne réalisée entre 2017 et 2019, elle ne concerne que les profits réalisés en France et son chiffrage estimé est compris entre 10 et 20 milliards d'euros pour l'année 2022. Par contre, notre divergence, mais je l'assume, c'est qu'elle concerne l'ensemble des secteurs de l'économie. Pas parce qu'un profit serait par nature problématique, mais parce qu'un super profit, parce qu'on parle de 25% de plus par rapport à une période de référence, et on ne taxe que le surplus, c'est, de mon point de vue, dans la période que nous sommes en train de vivre, un profit qui doit être, pour partie, pas en entier, partagé pour faire face à la situation difficile qu'on connaît. On traverse de multiples crises. La crise de l'énergie est sans doute la plus difficile pour les Français. C'est du symbole aussi, la politique. Quand vous voyez ces chiffres-là qui donnent le tournis, vous ne dites pas, vous, élus de la nation, il faut qu'on fasse un geste, tout simplement un geste. Et c'est très important que tout le monde contribue, vous avez tout à fait raison de le dire. D'ailleurs, si on regarde la crise de l'énergie, l'État et les collectivités locales contribuent très fortement avec le bouclier tarifaire, avec un ensemble de mesures, en payant d'ailleurs assez cher les factures d'énergie, je pense aux collectivités locales. Les entreprises qui consomment de l'énergie payent aussi des factures élevées. Évidemment, les particuliers, les ménages font des efforts considérables. Et donc, il est normal que les producteurs d'énergie prennent aussi leur part et soient mis à contribution. Et là-dessus, Manuel Bompard l'a d'ailleurs très bien rappelé à l'instant, ce n'est pas là-dessus qu'il y a une divergence entre la NUPES et nous. Et d'ailleurs, j'en profite, mais c'est ce que Manuel Bompard vient aussi d'expliquer. La proposition de la NUPES ne permettrait pas de taxer davantage Total que la proposition que nous faisons. En revanche, ce que vous proposez dans le référendum d'initiative partagée, en tout cas, mais pas dans la deuxième ce n'est pas de taxer davantage Total, c'est de taxer toutes les grandes entreprises qui ont une augmentation de profit que vous jugez excessive. Donc c'est le champ d'application qui n'est pas le même. Nous considérons qu'il est très important de mettre tout le monde à contribution dans la crise, et ce sera le cas avec notre mesure. En revanche, il est très important de ne pas rajouter à la crise énergétique une crise économique, et je crois que c'est à ça. Écoutez, on s'arrête là. Vous avez une poignée de secondes. J'ai une autre proposition pour faire payer davantage Total, et vous la connaissez, c'est d'asseoir une taxe sur les ventes réalisées en France, et dans ce cas-là, vous savez très bien que Total serait davantage taxé. Le débat est ouvert, ça tombe bien. Vous allez y répondre dans le débat budgétaire. Évidemment, sur LCP, on va suivre ça de très très près. Vous êtes évidemment tous les deux à nouveau bienvenus. Merci. Le cas échéant.